Emma, Elodie, de m'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Je vais tâcher effectivement aujourd'hui de vous faire conférence, c'est un bien grand mot, un exposé en tout cas, à la fois un peu théorique et surtout pratique, d'un petit retour, enfin d'un retour d'expérience sur un certain nombre de transferts de la compétence donc gestion des eaux pluviales urbaines, qu'on a pu mener. Juste d'un mot, mais ce n'est pas pour faire la publicité, simplement pour vous dire comment moi je me positionne par rapport à tout ça. Je ne suis pas du tout technicien, je suis simplement financier, nul n'est parfait. Donc, je vais surtout vous parler de finances et d'évaluation des coûts. Quand on mène ce genre de travail et de démarche, vous imaginez bien qu'on est accompagné justement de techniciens. Et donc, on s'appuie, nous, beaucoup sur leurs compétences, leurs analyses, état des lieux pour ensuite essayer de proposer une méthode d'évaluation financière qui convienne, qui est très souvent, même toujours, le fruit d'un consensus parce qu'il y a des règles, et je vais les rappeler. Peut-être vous les connaissez déjà, sans doute d'ailleurs, mais je vais quand même les rappeler dans un premier temps, et puis après, ensuite, essayer d'illustrer un peu ce qu'on a pu faire. Et encore une fois, comme je le disais, sous la forme de cette introduction, sur la base des informations qui nous reviennent du terrain et dont j'ai moi rarement, ou même jamais plutôt, la charge de la collecte. Donc voilà, s'il y a des choses qui vous surprennent ou sur la façon dont on l'a évalué, je pense que vous aurez évidemment la parole ensuite. C'est l'objet de ce travail. Emma m'avait donné 30 minutes pour vous présenter tout ça. Je vais très probablement déborder, donc je tâcherai de m'arrêter à temps. C'est vrai que le format permet difficilement de m'interpeller. Alors bon, sauf s'il y a vraiment des choses, mais vu le nombre qu'on est, mais enfin, j'aurais envie de vous dire, n'hésitez pas, parce que c'est souvent plus dynamique quand les échanges se font au fur et à mesure. Bon, je ne sais pas, si vous pouvez ouvrir les micros, poser des questions, moi, j'y suis pas opposé. Après, voilà, il faudra voir si ça tourne pas la cacophonie. En tout cas, je débute et je commence par des aspects un peu théoriques. Mais voilà, c'est pour ça que je me permettais cette introduction, parce que sans doute, c'est des choses que vous connaissez déjà. Et je pense que ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est la partie un peu pratique, comment on a fait en pratique et quelles valeurs on peut retenir en matière d'évaluation donc de ces transferts de compétences GPU. Michael, juste je me permets de faire Oui, un petit bien point. sûr. Si vous voulez prendre la parole, peut-être lever la main enfin, sous Zoom, comme ça, on verra que vous voulez prendre la parole, on vous la donnera. Ce sera plus simple. Voilà. N'hésitez pas en tout cas. Alors comment je ne regarde pas le même écran, je ne sais pas si je vous verrai, Je mais m'en Emma, occuperai. tu Ouais, ouais. m'interrompras. Voilà. Euh, donc, comme je vous le disais, la méthodologie pour l'évaluation de la compétence, on se situe bien toujours, en tout cas dans ce que je vous présente là, même si évidemment on pourrait l'imaginer différemment. Moi, je me situe là dans l'exposé que je vous fais aujourd'hui, dans l'hypothèse de transfert d'une compétence communale vers des intercos. C'est voilà, c'est le cadre de mon exposé. Bien évidemment que vous pourriez être amené, on pourrait être amené à évaluer le coût de cette compétence indépendamment du transfert. On reprendrait forcément des éléments de ce que je vais dire là, mais pas tout nécessairement. Voilà. Prenez bien ce que je vais vous dire dans ce cadre-là, et ce n'est pas duplicable si c'est une compétence qui est déjà exercée par une communauté et qu'on envisage au contraire de redimensionner le service ou de le faire financer différemment. Enfin bref, moi je me suis positionné là-dedans, c'était un petit peu la commande, je crois, d'Emma. En tout cas, voilà, que les choses soient bien claires de ce point de vue-là. Et du coup, elles s'inscrivent, ces évaluations et cette évaluation du coût de la compétence, donc dans les dispositifs qui régissent l'intercommunalité et les transferts de compétences, à travers, vous le savez sans doute, la définition donc d'un coût net transféré qui va être imputé ensuite sur les attributions de compensation des communes. Si j'ai déjà dit beaucoup de gros mots, il faut m'arrêter, mais je pense que vous savez déjà tout ce que c'est, parce que si je dois réexposer tout ça, ça sera avec grand plaisir, mais ça risque d'être un peu long. L'idée étant bien de faire payer aux communes le coût de la compétence qu'elles étaient censées exercer et qui désormais sera exercée au niveau communautaire. Donc l'idée est de déterminer ce que coûte ou ce que devrait coûter ou ce que coûtera théoriquement. Voilà, on verra comment, si on raisonne rétrospective ou prospective justement, donc cette compétence, l'exercice de cette compétence. C'est le principe. Et donc on doit déterminer pour ça le coût net transféré. La CLET se réunit, la commission locale d'évaluation des charges transférées, donc c'est à elle que des techniciens que nous sommes tous, techniciens de la technique, de la finance ou du droit, présentons généralement à ces commissions notre travail d'études préalables, et puis c'est les commissions d'élus qui, enfin, très souvent, valident un peu ce travail préalable qui aurait été fait, soit par les techniciens de la collectivité ou des bureaux d'études, avec des conditions d'approbation des rapports. Bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus.
Encore une fois, on pourrait y revenir, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet. Ça, c'est d'une façon générale pour tous les transferts. Mais évidemment, ça a son importance parce que ça nécessite quand même qu'il y ait un accord de la part des élus sur les montants en jeu. Et vous allez le voir, en tout cas moi, à travers mes expériences, c'est quand même toujours le fruit d'un accord qui doit être majoritaire. C'est ce que fixent les règles du droit. Et en fait, on s'aperçoit voilà, qu'il y a besoin de trouver un consensus parce que c'est difficile d'objectiver totalement les évaluations. Ça, c'est la procédure d'adoption de ce coût net transféré. Ensuite, et ça c'est le premier point important, c'est la distinction qui est faite par le Code général des impôts, c'est lui qui organise tout ça, entre les dépenses qui sont liées à des équipements et celles qui ne sont pas liées à des équipements. Et c'est vrai que c'est la première question qu'on se pose quand on fait des transferts de compétences, c'est de savoir si les dépenses qu'on va chercher à évaluer relèvent d'un équipement ou pas nécessairement. Et donc, si elles ne relèvent pas d'un équipement, en général, c'est d'un service qui serait rendu, par exemple, je ne sais pas moi, le service périscolaire, où là, voilà, typiquement, on va parler d'un service rendu à la population, mais pas forcément d'équipement en tant que tel. On le verra, en matière de GPU, des eaux pluviales, on a, nous, en tout cas, beaucoup rattaché, c'est un choix, mais peut-être qu'il est discutable, ce sera intéressant d'avoir des échanges avec vous là-dessus, on a beaucoup rattaché en fait les dépenses à des équipements. Et donc, la manière et la méthode d'évaluation n'est pas tout à fait la même si on parle de dépenses non liées à un équipement. Donc, je reprenais l'exemple des services scolaires, enfin périscolaires par exemple, hein, mais il y en aura évidemment d'autres, où là, on retient des dépenses de fonctionnement qui sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux, lors de l'exercice précédent le transfert, ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédents le transfert. Vous voyez, là, on est déjà toujours sur une méthode rétrospective, donc retenir les coûts passés. Et très souvent, c'est la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est que les communes ne savent pas identifier les coûts passés de cette compétence. Coûts qui sont d'ailleurs parfois pas mis en œuvre, et du coup, il se pourrait qu'il n'y ait pas de coûts à proprement parler. On verra que, en fait, y compris sur des charges de fonctionnement strictes, notamment la gestion du service en tant que tel, j'y reviendrai, en fait, on ne travaille pas sur des coûts rétrospectifs parce que très souvent, il n'y en a pas ou on n'a pas su les identifier. Puis après, on a une deuxième catégorie de dépenses et c'est celle-là qui, très souvent, en tout cas, nous, qu'on retient de façon un peu systématique, ce sont donc les dépenses liées à un équipement, enfin, à un ou à des équipements, évidemment. Donc, ces coûts sont évalués, c'est ce que nous dit le Code général des impôts. Donc, le coût est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Donc, on verra comment on calcule ce coût moyen annualisé, qui doit prendre en compte le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement, la valeur brute, si vous préférez, de l'investissement de l'équipement, ou, selon les cas de figure, son coût de renouvellement. Donc là, il s'agira de trouver soit les valeurs historiques, mais vous imaginez bien qu'on ne les trouve jamais, parce qu'on est sur des choses très anciennes et très souvent regroupées, donc très difficile à évaluer. Ça se prête assez bien quand on a un équipement spécifique, mais quand on parle de plein de petits équipements, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on peut retenir un coût de renouvellement, on peut retenir des coûts standards. Là aussi, on pratique beaucoup ce genre d'évaluation. Et on y intègre également, et c'est ça qui est important, enfin, c'est ça qui est aussi important, des charges financières. On discutera. Très souvent, on n'a pas retenu ces méthodes-là. Quand je dis on n'a pas retenu, très souvent, les charges financières n'ont pas été retenues. C'était une volonté des élus. Mais je vous indiquerai comment on pourrait le prendre en compte. Et bien évidemment que dans d'autres types de transferts, on l'a pris en compte. Et les dépenses d'entretien. Les dépenses d'entretien, ça c'est important, effectivement, puisque là, on va être évidemment au cœur un peu du sujet des évaluations, comment on prend en compte toutes ces dépenses d'entretien sur les équipements donc, qui seront transférés. Et une fois qu'on a valorisé tout ça, on retient l'ensemble des coûts qu'on ramène à une année normale d'utilisation du bien. Donc, si le bien a une durée de vie de 20 ans, en fait, on va diviser son coût global, à la fois d'investissement, d'entretien et le cas échéant de charges financières. On va diviser ce montant total sur 20 années, donc par 20, mais on verra aussi qu'on le fait souvent sur des durées beaucoup plus longues. D'accord ? L'idée étant de calculer un coût annuel qui comporte donc l'amortissement de l'investissement de départ, les frais financiers répartis sur la durée de vie et les coûts d'entretien. Alors, s'il y a des coûts d'entretien annuels, c'est assez facile, mais on peut avoir aussi des coûts d'entretien qui seraient échelonnés dans le temps et qui ne se reproduiraient pas nécessairement chaque année. Évidemment, l'ensemble de ces dépenses doit être réduit des recettes éventuellement perçues au titre de cette compétence. On va le voir, les recettes là, elles portent essentiellement, alors je mets de côté le cas de subvention,
s'il y a des subventions qui ont été perçues, ça vient évidemment diminuer le coût de l'investissement, ou ce qui trouve à s'appliquer de façon un peu plus systématique, c'est le FCTVA, le remboursement de la TVA sur les dépenses qu'aura mise en œuvre la collectivité. D'accord? Donc, il faudra déduire ces recettes lorsqu'il y en a. Voilà pour la méthode un peu générale. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans le détail un petit peu du coût net transféré. Comme je vous le disais, l'essentiel des dépenses identifiées relevant donc de cette compétence sont généralement liées à un équipement, mais pas exclusivement. Du coup, le coût net transféré, ça va être le coût moyen annualisé qu'on va chercher à évaluer ensemble. Les coûts de fonctionnement du service, je vais y revenir, même si là aussi, on ne l'a pas toujours retenu. Parfois, on n'a pas pris en compte ce coût de fonctionnement du service en considérant que les communes ne le mettant pas en œuvre, il ne serait pas pris en compte dans le calcul, quand bien même la communauté nouvellement compétente devrait pourtant très probablement réaliser un certain nombre de dépenses à ce titre-là. Ça a souvent été exclu dans les raisonnements, considérant que ce n'était pas pour les communes une économie. D'accord ? Ce que j'aurais pu dire aussi, juste pour que tout le monde comprenne bien, c'est que dans ce calcul, on vise la neutralité budgétaire, c'est-à-dire que le coût net transféré, il doit permettre à la communauté d'avoir les moyens d'exercer le service complètement, donc on prend en compte ce que sera le coût de demain, mais aussi doit représenter, puisqu'on va l'imputer sur l'attribution des communes, doit représenter l'économie que va faire la commune puisqu'elle n'aura plus la compétence. D'accord ? Mais voilà, on oscille toujours entre les deux, entre est-ce que ce que faisait la commune hier et l'économie qu'elle fera du coup demain quand elle aura transmis la compétence, est-ce que ça correspond vraiment au coût que mettra en œuvre la communauté? La réponse est dans la question, et du coup, c'est vrai qu'il faut toujours trouver un juste milieu entre les deux. Est-ce que c'est les communes à qui on fait payer un coût futur qu'elles n'avaient pas jusque-là, donc elles vont supporter du coup, elles, ce coût supplémentaire, ou est-ce que ce coût supplémentaire, c'est la communauté qui le supporte si on s'en tient qu'aux seules économies que feront les communes? J'espère que c'est clair. Si vous voulez, on reviendra sur cette notion-là, mais elle est fondamentale parce que c'est ce qui, en fait, c'est ce qui conduit à chercher justement le point d'équilibre. Je reviens sur ma définition de coût net transféré. Donc, coût moyen annualisé, on va y revenir. Coût de fonctionnement du service, moins les recettes, le cas échéant. Le coût moyen annualisé des équipements, le CMAE, si j'emploie ce terme-là, voilà ce que ça signifie. Coût moyen annualisé des équipements peut être décomposé de la façon suivante. Coût de réalisation de renouvellement des équipements. En général, c'est la valeur de l'investissement, en renouvellement très souvent, mais pas forcément que. Les charges financières éventuelles, les dépenses d'entretien, on va y revenir sur la fréquence de ces entretiens annuels. Et puis, un cas particulier pour cette compétence-là, c'est la contribution budget annexe, enfin budget d'assainissement collectif, puisque, vous le savez, on a là-dessus des circulaires qui sont anciennes, je vais y revenir là aussi, qui nous disent la façon dont on devrait prendre en compte, au titre des dépenses qui sont assumées très souvent par la collectivité en charge de l'assainissement collectif ou le budget annexe en charge de l'assainissement collectif, parce que ça se traduit comme ça lorsque la compétence est exercée par une seule collectivité, au titre des eaux pluviales donc, qui sont qui utilisent plutôt à la fois les réseaux et les stations dont les charges se trouvent dans les budgets assainissement, à ce titre-là, il conviendrait de verser au budget annexe une contribution pour couvrir les charges liées aux eaux pluviales qui se trouvent être prises en charge de fait par les budgets assainissement. Et ça fait partie des choses qu'il faut évaluer, qu'il faut prendre en compte si on veut être complet. Ensuite, on prend en compte le FCTVA, comme je vous l'ai indiqué, en minoration de l'ensemble de ces dépenses. On verra sur quoi il y a du FCTVA et sur quoi il n'y en a pas. Enfin, en gros, il y en a là où il y a de la TVA et puis il n'y en a pas quand il n'y a pas de TVA. Et ça va nous donner donc le coût moyen annualisé des équipements. Et puis enfin, on prendra, le cas échéant, en compte des dépenses qui ne seraient pas liées à des équipements. C'est notamment tout ce qui relève de la gestion du service, service d'instruction, de contrôle, les astreintes, la mise à jour du SIG, bref, tout un tas de choses que les techniciens qu'on a, que j'ai le plaisir d'avoir en face de moi, doivent connaître très très bien, qui sont très souvent pas valorisés par les communes, qui ne savent pas exactement à quoi ça correspond, mais qui font partie des charges supplémentaires que devra supporter la communauté. Donc la question, voilà, c'est qui prend en charge ces dépenses nouvelles de structuration du service qui étaient auparavant exercées de façon diffuse, parfois par des élus, donc de façon bénévole, parfois par d'autres professionnels, mais qui vont
rester dans les communes déjà pour commencer, et puis en plus, et qui ne savent pas forcément évaluer le temps qu'ils passaient à ces fonctions-là. Alors, quelques exemples de méthodes proposées de méthodes qu'on a pu retenir pour l'évaluation précisément donc, de ce CME, donc coût moyen annualisé des équipements. Premier poste, le renouvellement des canalisations, pour lesquelles on retient généralement une durée de renouvellement longue, voire très très longue, et un coût standard par mètre linéaire, puisqu'on parvient très rarement, enfin, en tout cas, là encore une fois, je ne vous fais pas de mon expérience, peut-être d'autres pourront exposer d'autres cas de figure dans lesquels vous avez retrouvé les coûts historiques. Il nous arrive de les retrouver quand on transfère des équipements culturels ou sportifs ou des choses comme ça, ou des crèches, où là, voilà, on a des choses facilement accessibles. Là, sur les réseaux, de façon systématique, on retient une durée de renouvellement et une valeur au mètre linéaire, et c'est comme ça qu'on va évaluer les dépenses que devra mettre en œuvre le PCI une fois compétent pour renouveler ses canalisations. On va le voir, les durées de renouvellement, elles sont assez théoriques. En tout cas, c'est ce que je pense, mais après, là aussi, je serais curieux de vous entendre, puisqu'on est sur des durées, on parle de centaines d'années. Voilà. Ensuite, très souvent, on n'a pas pris en compte de charges financières. Alors là, encore, on pourrait le faire de façon assez facile. Hein. On calcule ce que serait pour un investissement de 1000, ce que serait le montant total des intérêts payés sur la durée de l'emprunt. Un emprunt qui généralement serait sur une durée longue, mais on ne peut pas faire des emprunts sur 100 ans. Il n'y a pas de banque qui nous prête sur des durées aussi longues. Donc, on retient des durées d'emprunt de 25 à 30 ans. On calcule le coût total de ces intérêts, qui représente le remboursement sur 20 ou 30 ans. Ce coût total des intérêts, il vient s'ajouter aux 1000, dans mon exemple, aux 1000 de dépenses d'investissement, de coût de l'investissement, hein, qu'il s'agit de renouvellement ou d'un investissement neuf, peu importe. Et du coup, c'est ce montant total qu'on divise ensuite par la durée de vie de l'équipement. Donc, on peut parfaitement intégrer des frais financiers, un peu théoriques évidemment, sur ces évaluations donc, du coût moyen annualisé des équipements. Là encore, on l'a très rarement fait. On le fait là aussi quand on transfère d'autres types de compétences, lorsque on a des emprunts qui sont associés aux dépenses et à la compétence transférée, et qui du coup, les emprunts sont transférés également, ce qui est rarement le cas là encore, enfin en tout cas, dans les missions qu'on a menées ces dernières années, on n'a jamais trouvé d'emprunt qui puisse être clairement associé notamment au renouvellement de canalisation. Et puis on parlera des autres ouvrages, mais j'en parlerai tout à l'heure, où là, très souvent, en fait, on manque évidemment de pas mal d'informations sur les coûts et sur les besoins et les renouvellements à venir, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, premier poste, renouvellement de cana. Deuxième poste, charge financière avec, comme je vous l'ai dit, une méthode parfaitement applicable, pour autant, très souvent, une méthode écartée. Ensuite, les dépenses d'entretien. Et là, je vais revenir dans le détail. Deux méthodes envisageables, soit en fonction des coûts constatés. J'en reviens à une des premières slides quand je vous indiquais que normalement, on doit travailler sur des données rétrospectives. Très souvent, on ne parvient pas à le faire parce que les coûts constatés sont insuffisamment précis. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que quand on fait des transferts comme ça, on a une communauté, mais on a 10, 20, 30, 50 communes. Donc, il faudrait pouvoir aller constater les coûts dans chacune de ces communes, si on voulait le faire de façon propre à chacune d'entre elles. Donc, comme on y arrive très rarement, souvent, je dis bien, on le fait à partir de ratios. Et on va voir quelle est la base des ratios qu'on utilise. En général, je ne vous apprendrai rien, c'est soit des évaluations faites par un bureau d'études, soit des coûts de marché, parce que parfois on a la chance, ou en tout cas ça nous donne une référence, d'avoir une commune qui a un marché pour ça, et du coup on a des prix unitaires, et voilà, en général c'est ce qu'on utilise, soit les prix unitaires des marchés, soit les évaluations faites par des techniciens du temps nécessaire à l'entretien de tel ou tel ouvrage. Et puis la contribution budget annexe assainissement, je l'ai déjà évoqué, on va y revenir un petit peu dans le détail. Ensuite, les charges retenues au titre du fonctionnement du service, instruction, contrôle, d'une part, et puis les frais de gestion du service, là aussi, je vous indiquerai les méthodes qu'on a pu retenir. S'agissant du renouvellement de canalisation, vous voyez, typiquement, je vous ai donné quelques exemples, c'est évidemment pas parole d'évangile, mais simplement, ça vous donne une indication, puis peut-être que vous pourrez la contester d'ailleurs, hein, ou dire vous avez fait autrement, mais le calcul s'appuie sur un coût de renouvellement des ouvrages estimé à 700 € hors taxe par mètre linéaire,
soit 840 € TTC. Donc ça, c'est une mission qu'on a menée en 2020. On a considéré donc, voilà, on allait calculer des mètres linéaires propres à chaque commune, hein, et donc le renouvellement de ces canalisations serait évalué de cette façon-là. On a considéré qu'il n'y avait pas nécessairement besoin de renouveler les autres ouvrages, notamment les fossés et les bassins. Il n'y a pas de renouvellement à prévoir. Ils étaient construits et ils n'avaient pas de raison d'être renouvelés. Au-delà de l'entretien courant, hein, attention, voilà. Mais il n'y a pas de renouvellement de l'investissement, en quelque sorte, sur ces ouvrages fossés et bassins. C'est ce qui a été retenu, en tout cas dans la réflexion. Si là aussi d'autres ont fait différemment, je serais intéressé. Et le coût total, comme je vous le disais tout à l'heure, doit être ramené à 1 année en tenant compte de la durée de vie des équipements. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, les durées de vie proposées ont été de 100, 200 ou 500 ans. D'accord ? Alors moi, j'ai un peu du mal à imaginer qu'on puisse raisonnablement penser qu'on va renouveler dans 500 ans, mais pourquoi pas ? Bon, évidemment, vous l'avez compris, c'est une manière de minorer le coût de la compétence transférée en retenant des durées extrêmement longues. Et c'est l'athlète qui se charge et qui s'est chargé d'arbitrer sur le choix des durées. Oui. Vous comprenez bien. Justement, Mickaël, Oui, pardon, je t'interromps. Il y a Vincent Gential d'Archaglo qui avait une question, qui demandait des précisions sur ce point dans le chat. Ah, Et pardon. donc, alors, la question était un peu, rédigée de manière un peu lapidaire, mais c'était à propos du coût de renouvellement des canalisations, comment on fait pour intégrer la notion d'âge des canalisations dans ces calculs? Alors, on n'intervient pas sur, enfin, on pourrait le faire de façon théorique, mais en fait, on ne le fait pas. C'est-à-dire qu'on ne retient pas, on ne tient pas compte du fait que les canalisations ont été créées il y a 10 ans ou 2 ans ou 50 ans. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'elles devront être renouvelées donc sur des durées longues, mais on n'intègre pas le fait que, surtout sur des durées comme celle-là, que certaines ont peut-être seulement 10 ans d'âge, alors que d'autres en ont 80 ou 100. C'est des éléments qu'on pourrait prendre en compte, mais qu'on prend de façon assez rarement en compte, en considérant que les collectivités transfèrent par ce mécanisme, en fait, hein, le moyen à la communauté de renouveler les biens, mais évidemment, elle va hériter de canalisations qu'il faudra renouveler rapidement, puis d'autres beaucoup plus tardivement. Et donc, on considère de façon générale, et je vous dis, on le fait pour un peu toutes les compétences, et pas nécessairement seulement en matière de GPU, que la communauté en fait va se trouver dans la même situation que se trouvaient les communes, c'est-à-dire que soit elle aura des canalisations à renouveler rapidement, d'autres plus tardivement. Si elle doit le faire rapidement, elle risque de devoir emprunter pour cela. À l'inverse, si elle le fait très tardivement, ce qu'elle va récupérer à travers ces sommes-là, hein, puisque c'est ce qui va être ponctionné sur les attributions de compensation des communes, ça va lui permettre de thésauriser en quelque sorte, tout c'est un peu théorique, mais c'est quand même comme ça que les choses peuvent se comprendre. Elle va thésauriser ces sommes-là pour renouveler les canalisations quand elle en aura, quand le besoin se fera sentir seulement. Donc on considère que la communauté elle se trouve dans la même situation que les communes, c'est-à-dire soit elle va pouvoir autofinancer totalement le renouvellement parce que les canalisations sont suffisamment récentes qu'elle va pouvoir thésauriser avant de les renouveler, soit les canalisations sont très anciennes et elle va tout de suite devoir les renouveler, donc elle n'aura pas eu le temps de thésauriser, et pour ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va souscrire un emprunt qu'elle remboursera avec le montant de ce qui aura été imputé sur l'attribution des communes. Donc en fait, on place la communauté dans une situation non pas objective par rapport à je ne sais quoi, on la place exactement dans la situation dans laquelle se trouvaient ces communes membres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que… Voilà. Est-ce que tu peux remettre juste la diapo juste avant, parce qu'en fait, c'est un peu les éléments de… En fait, l'idée, c'est, enfin, quand tu projettes à 100 ou 500 ans, on n'est pas du tout dans une réalité du travail de renouvellement qu'on essaye de faire d'un point de vue technique. Donc, c'est vraiment essayer de donner une valeur théorique et de minimiser ce coût, parce que l'idée, c'est pas que la que la communauté achète un patrimoine, mais bien il y a une espèce de transfert. Ah oui, c'est pas… On est dans quelque chose de très théorique pour… Alors, non, attends, il y a deux choses, je me permets juste. La réponse que je faisais à l'instant sur la prise en compte ou pas de l'ancienneté des canalisations, c'était autre chose. J'espère avoir répondu à cette première question. Maintenant, celle que Élodie, tu évoques, c'en est une autre. C'est une autre question. Et là, je remonte le tableau volontairement. L'idée, elle est très simple. L'idée, c'est que le coût de renouvellement, tu vois, là, je vous ai présenté cet exemple-là. On est sur un territoire qui fait, si je ne dis pas de bêtises, 65 000 habitants. Ça vous donne un peu un ordre d'idée. Bon, je ne vais pas vous dire où c'était précisément, mais ça vous donne un ordre d'idée. Tu prends le coût de renouvellement, tu es à 82 millions d'euros. D'accord?
Donc, tu te dis, voilà, il y a 82 millions d'euros de valeur de patrimoine si on devait le renouveler complètement du jour au lendemain. Tu imagines bien que si tu calcules ça aujourd'hui sur une durée d'amortissement de 20 ou 30 ans, je te laisse faire les calculs sur ce que ça représenterait sur les attributions des communes. Les communes te disent toutes, mais attendez, nous, on a fait un peu de pluvial, on en fait de temps en temps, mais quand on le fait une fois, on ne le refait jamais. Donc, le renouvellement du pluvial reste dans l'esprit des communes, mais s'il y a des techniciens, ils diront sans doute que j'ai un peu tort et je serais prêt à l'entendre, mais moi, je vous fais part de ce qui se fait, ce que j'ai vu pratiquer en tout cas, c'est de dire on ne renouvellera pas ces canalisations. Donc, si vous nous mettez des durées courtes, enfin, je veux dire, vous nous faites payer des montants que la communauté n'aura pas à engager. La communauté… Ouais. Oui, pardon. Non, mais j'ai bien compris, mais c'est bien pour ça que les deux questions sont liées. C'est-à-dire que tu ne tiens pas compte de l'âge du patrimoine, puisqu'en fait, tu fais l'hypothèse que tu le renouvelles à 500 ans. Donc, qu'il ait 10 ans ou 100 ou 80 ans, tu lisses ça pour une valeur globale. C'est ça. Donc, les deux questions sont liées. C'est-à-dire que tu ne te préoccupes pas de l'âge du patrimoine, puisque tu considères que tu le renouvelles à 500 ans. Oui, enfin, il y a quelque chose d'assez… Ouais, mais même si je faisais un calcul, alors je suis d'accord avec ce que tu dis, mais si on faisait un calcul même sur une durée d'amortissement plus raisonnable, on va dire peut-être 50 ans, je n'ai que très rarement pris en compte, enfin quand je dis je n'ai, les élus ont décidé, nous, tu sais, voilà, on leur donne notre avis, on leur fait les différentes simulations, puis après on voit ce qu'ils retiennent. Il est rare que les élus aient pris en compte ce genre de situation, et c'est là où je reviens à ce que je disais de façon un peu théorique, je ne sais pas si c'était compréhensible, sur le fait que l'idée est de mettre la communauté dans la même situation que se trouvent les communes. C'est-à-dire que les communes leur transfèrent, en fait, mais ça va peut-être paraître, leur capacité d'autofinancement. C'est-à-dire qu'en gros, on veut pas les mettre mettre la communauté dans une situation plus favorable ou plus défavorable que ne l'étaient les communes. Ça, c'est vraiment la philosophie de ne pas prendre en compte, justement, l'état des installations. Voilà. Après, là où tu as raison, et ce que tu dis n'est pas en contradiction, c'est de dire effectivement, quand on retient 500 ans, de toute façon, de savoir si elles ont été faites il y a 2 ans ou il y a 14 ans, à l'échelle de 500 ans, ça ne représenterait rien du tout. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a ces deux idées qui sont un peu différentes. La première, c'est de dire, on veut maintenir les communes, enfin, on veut plutôt, excuse-moi, mettre la communauté dans la même situation dans laquelle se trouvent les communes. Ça, c'est vraiment la philosophie qui consiste à ne pas prendre en compte le caractère plus ou moins récent des investissements. Et puis après, il y a la durée de vie très, très longue qui consiste à dire on doit retenir un peu de renouvellement parce que ça peut arriver qu'il faille renouveler, mais comme on espère ne pas le faire ou pas trop et qu'on veut minorer l'évaluation, on retient des durées très, très longues. J'ai vu qu'il y avait plein de mains levées. Je pense qu'il faut pas ouvrir la discussion parce qu'on a une obligation de renouvellement du patrimoine. Donc, tu ne peux pas dire on fait l'hypothèse qu'on ne renouvellera jamais. Parce qu'en termes de stratégie, assainissement et gestion des eaux pluviales, tu ne peux pas être dans cette logique-là de manière théorique. Donc, on est dans un calcul financier et économique et je pense qu'il faut rester dans cette logique-là. Mais on n'est que là-dedans, mais ça serait très… Enfin, on laissera peut-être la parole aux autres après pour ne pas trop perturber. Peut-être suggérer de mettre les petits commentaires dans le chat pour qu'on avance et puis on réouvrira éventuellement le sujet. Et je m'excusais auprès d'Emma d'avoir ouvert la discussion. Je suis désolé, je ne vois pas le chat. Moi, ça ne me permet pas de… Il y a 3 mains levées, mais… C'est ça, on va… Non, mais… Olivier, Étienne et Cathy, est-ce que vous pouvez inscrire dans le chat vos interventions et puis on les soulèvera à la fin de la présentation de Mickaël. Merci, Mickaël, tu peux reprendre. Ouais, je poursuis, mais on y reviendra parce que voilà, je pense qu'il y a effectivement un vrai sujet sur cette question des renouvellements. Je ne suis pas étonné. Voilà, les durées là sont choquantes, mais c'est bien, ça va faire agir. Et je pense que voilà, il y a lieu. Et surtout, ce qui m'intéressera, mais on verra tout à l'heure, si certains ont retenu des durées beaucoup plus courtes, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est les communes, vous l'imaginez bien, qui sont vent debout contre sur l'idée de retenir des durées courtes parce que elles ont le sentiment qu'on leur fait payer 2 fois et que la communauté ne renouvellera pas. Alors, voilà, 500 ans, c'est un peu exagéré, ne renouvellera pas ces équipements. Donc, ça, c'était pour la partie renouvellement de canalisation. Ensuite, dépenses d'entretien. Très souvent, on mène des enquêtes lors des états des lieux, vous l'imaginez bien, vous le savez, pour identifier au niveau des communes le montant de leurs dépenses et on s'aperçoit que les données collectées sont souvent incomplètes, voire inexistantes.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de budget annexe, vous le savez bien, il y a rarement une comptabilité analytique sur la GPU. Le temps passé par le personnel est très variable selon les périodes et évidemment que les services techniques ne parviennent pas à distinguer quand ils interviennent sur l'entretien des grilles et des avaloirs qu'ils font en même temps que l'entretien de la voirie, sur le débroussaillage parfois des fossés en même temps que d'autres espaces verts. Il n'y a pas de mesure, en tout cas, là encore, si d'autres ont des expériences diverses, ça sera très intéressant, mais très souvent, on n'a pas de mesures assez précises qui permettent de fonder l'évaluation sur un retour des coûts constatés dans les communes et des temps passés par les agents communaux sur ces questions-là. C'est pour ça qu'on a eu plusieurs méthodes pour le faire, soit des évaluations, encore une fois, faites par les techniciens en disant, voilà, on a une clé de répartition, un coût unitaire en fonction du nombre de mètres linéaires pour de l'entretien ou en fonction du nombre d'ouvrages pour des grilles et avaloirs, donc le temps passé par un agent qu'on valorise ensuite en euros et on le détermine comme ça. Ou alors, c'est l'exemple que je vous ai donné là, lorsqu'une commune dispose d'un marché global d'entretien, on va utiliser les prix unitaires comme référence de ces marchés. C'est ce qu'on appelle la méthode par ratio, qui nous a permis du coup d'arriver à objectiver un certain nombre de coûts, ce qui était quand même parfois bien utile, et on a extrapolé donc aux autres communes ce marché d'entretien. Après, on doit déterminer, parce que souvent les marchés d'entretien sont faits comme ça, et le niveau de service que la communauté entend mettre en œuvre. Donc, on va définir deux hypothèses. Alors, une hypothèse liée à un passage annuel pour l'entretien des organes et des bassins, et puis une hypothèse 2 avec 2 passages annuels. Je dirais que voilà, ça, c'est la question de la fréquence des passages. Je vous ai remis là, toujours sur cette méthode par ratio, les coûts de fonctionnement. Donc, ils vont être répartis en 6 catégories. Le curage des canalisations, donc on a retenu 20% du linéaire par an. Alors là aussi, on pourrait débattre, hein, mais ça sera intéressant, même si là, je pense que c'est le technicien qui a un avis plus éclairé que le mien, mais voilà ce qui a été retenu. Et puis, un coût de 2,88 €. Alors là, encore une fois, hein, c'est des indications, mais bon, je pense que ça peut être utile, par mètre linéaire donc de curage de canalisation. Ensuite, on a identifié le débroussaillage des fossés à ciel ouvert. Donc là, un coût unitaire de 0,66 € par mètre linéaire. Le nettoyage des avaloirs, des grilles et des regards, donc 12 € par organe. Et puis là, évidemment, il y a un nombre de passages à déterminer pour arriver à définir le coût d'entretien annuel. Le faucardage des bassins d'orage, 15 centimes par mètre carré de bassin. L'entretien des puits d'infiltration, 600 € par ouvrage. Et puis l'entretien d'autres ouvrages, 900 € par ouvrage. Voilà. Donc, c'est à partir de ces prix unitaires. Donc là, je pense que tous les techniciens qui autour de la table ont un avis sur ces prix-là, ou en tout cas, ça peut vous donner des éléments d'indication, puis vous l'avez peut-être vous dans d'autres marchés. L'idée, c'est de dire, voilà, déterminons les prestations, on les a là, déterminons des prix unitaires, des fréquences de passage, et grâce à ça, on va réussir à définir pour chaque commune le coût qu'on imputerait au titre de ses dépenses d'entretien. Vous voyez, typiquement, là, je vous ai montré un tableau de synthèse, mais j'ai enlevé évidemment les montants unitaires de chacune des communes. Bon, voilà, on part des coûts pour les hypothèses 1 et 2 selon le cas, et on fait des propositions selon les hypothèses entre 310 ou 350 000 €. Donc, vous voyez, là, je suis sur un territoire de 55 000 habitants. Ce que coûterait, théoriquement, enfin, de façon un peu théorique, en fonction du nombre de passages, le coût des dépenses d'entretien au titre des catégories identifiées. Là aussi, peut-être avez-vous d'autres catégories identifiées, donc ça pourrait être intéressant d'échanger si vous le souhaitez. Bon, après, sur les coûts unitaires, c'était un prix de marché, hein, il n'est peut-être pas partout le même sur tout le territoire, mais c'est un exemple de prix de marché. Je pense que c'est quand même très utile pour l'objectiver. On a eu d'autres missions dans lesquelles, à défaut d'avoir un prix de marché, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, c'est un bureau d'études techniques qui a fait les évaluations en temps passé. C'est une autre manière d'approcher les choses. On a des valeurs qui peuvent varier quand même de 20 à 30% très facilement. Hein. Donc, ce n'est pas des valeurs scientifiques, vous l'imaginez bien, mais il faut bien retenir un montant, un temps à passer. Et il est parfois plus facile de trouver un accord sur un prix de marché, enfin, de trouver un accord, de convaincre les communes que le prix de marché, c'est comme ça, c'est un prix de marché, alors que les heures ou les temps passés, bon, ça prête parfois à discussion. Ça dépend du degré de technicité des élus qu'on a autour de la table, mais voilà, il faut essayer de trouver là aussi des consensus. J'avance un peu parce que je vois que l'heure tourne. L'autre thématique, c'est la contribution au pluvial. Alors,
là aussi, j'espère que vous le savez, parce que je vais pas développer plus que ça. Enfin, je vais essayer d'aller un peu vite. Le budget d'assainissement, donc, assure la prise en charge de dépenses qui, parfois, proviennent des eaux pluviales, notamment l'utilisation de réseaux unitaires et les stations d'épuration dans lesquelles sont déversées donc, une partie d'eau pluviale. Et à ce titre-là, il y a une circulaire qui est assez ancienne, qui date de 78, vous la connaissez sans doute, qui propose des pourcentages de répartition des charges, donc d'investissement. Donc, vous voyez, quand les réseaux sont unitaires, la circulaire nous dit qu'il faut retenir entre 30 et 50% du coût donc de l'amortissement technique et des intérêts d'emprunt. Donc ça, c'est l'amortissement technique des intérêts d'emprunt, on les trouve dans le budget annexe, assainissement, de façon assez classique. Hein. Et du coup, on doit calculer une contribution pluviale qui devrait, à ce titre-là, représenter entre 30 et 50% de ce coût-là, des amortissements et des intérêts, ce qui représente quand même des montants importants pour les réseaux unitaires, bien évidemment. Et des charges de fonctionnement comprises entre 20 et 35% des coûts de fonctionnement, donc, du budget annexe assainissement. Et si on a des réseaux séparatifs, c'est un peu différent. Dans ce cas-là, on considère que les charges sont réelles, peuvent être identifiées et prises en charge directement par le budget principal pour les réseaux eau pluviale et pour les réseaux d'assainissement, pour des réseaux d'eau usée par le budget annexe assainissement. Et donc, dans ce cas-là, les seules charges de fonctionnement à retenir, c'est 10%. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que je vous ai présenté un exemple qui vaut ce qu'il vaut, là encore, on pourra en débattre. C'est le calcul d'une contribution qui a été évaluée à 15% de la totalité des dépenses d'exploitation du budget de l'année précédant le transfert, qu'on a ensuite pondéré, donc vous voyez, c'est déjà 15%, donc c'est déjà un niveau inférieur à ce que dit la circulaire, et qu'on a ensuite pondéré par la proportion des réseaux unitaires. Donc on a pris en compte tous les réseaux d'assainissement, on a calculé une clé de répartition, considérant qu'il y en avait 58% seulement qui étaient des réseaux unitaires, et donc on a appliqué ce taux de 15% à 58% des dépenses d'exploitation du budget de fonctionnement, donc du budget d'assainissement, pardon, ce qui conduit à retenir, vous voyez, c'est ce que vous avez dans le petit tableau, en gros 8,6% des dépenses de fonctionnement du budget annexe assainissement. On a considéré que 8,6% devaient être couverts par la contribution eau pluviale versée du coup par le budget principal. Alors soit la communauté, si c'est elle qui a les deux compétences, soit par la commune qui a la compétence GPU qui verserait au budget annexe assainissement de la communauté, enfin bref, ou elle-même d'ailleurs, peu importe. Mais en tout cas, voilà un exemple de calcul qu'on a retenu. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Un pourcentage plutôt en dessous des préconisations, parce que là, on cherche là encore souvent à minimiser ces montants-là, et l'application donc du pourcentage de réseaux unitaires sur le total des réseaux d'assainissement pour définir cette double clé de répartition et conduire finalement à 8,6% des dépenses de fonctionnement. En général, les travaux de mise en séparatif des réseaux sont partagés entre... Alors, là aussi, je serais curieux de savoir comment vous avez fait ailleurs, mais moi, ce que j'ai vu faire systématiquement, c'était soit une répartition 50-50 entre budget principal, donc outil des eaux pluviales, et budget assainissement. D'accord, quand on fait des travaux de mise en séparatif, on a eu des répartitions 70-30, justifiées soit par le fait que le réseau neuf en fait, était affecté à l'assainissement, c'est ce qu'on fait, je crois, de façon un peu systématique. Alors, est-ce que c'est ça l'argument, ou est-ce que l'argument, c'est de dire que le budget annexe assainissement peut plus facilement supporter le coût, puisqu'on le répercute sur l'usager, à la différence du budget principal, où, vous le savez bien, on le répercute, ou pas d'ailleurs, mais sur le contribuable. Donc, il y a cet arbitrage qui doit être fait sur ces travaux de mise en séparatif. Là aussi, il serait intéressant que vous nous disiez, si jamais d'autres ont vu d'autres cas de figure, comment les choses se font. Mais voilà pour la contribution eau pluviale, qui est un élément qui souvent, là encore, mais enfin, nous on le voit de façon systématique, hein, est malheureusement très peu pratiqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait des états des lieux, on s'aperçoit qu'il y a moins de 10% des communes sur un territoire qui pratiquent cette contribution eau pluviale et qui versent donc à leur budget annexe assainissement une somme à ce titre-là. Donc c'est déjà des coûts eau pluviale qui devraient être identifiés et qui ne le sont pas. Donc quand il faut les identifier et du coup
les imputer, parce que c'est comme ça que ça se traduit sur le budget principal des communes, c'est voilà, déjà un élément de complication. Synthèse du coût moyen annualisé des équipements. Donc voilà, je vous ai remis les principales catégories. Bon, il faut arbitrer à travers tout ça pour définir ce coût moyen annualisé avec le coût de renouvellement, les coûts d'entretien, la contribution budget annexe et puis éventuellement les frais financiers. J'accélère un tout petit peu pour évoquer ensuite les frais de gestion du service. Là encore, très souvent, un montant, alors évidemment inconnu, parce que très difficilement identifié au niveau des communes. Alors, je ne sais pas, peut-être vous me donnerez-vous d'autres exemples, mais on a des coûts de gestion qui ont été identifiés, qui pouvaient relever de différentes prestations, instruction et contrôle, et puis gestion du service. L'idée, ça a été d'estimer donc le coût annuel du service à l'avenir, et puis ensuite de le répartir sur chacune des communes. Alors, on a retenu un nombre de jours, un coût horaire de 23 €, un nombre de jours et un nombre d'heures, et puis après, on a converti tout ça, enfin, plutôt, on a recalculé pour chaque type de prestation le nombre d'heures à passer. Alors, vous voyez, à titre d'illustration, pour l'évaluation des coûts d'instruction et de contrôle, on est parti du principe que le traitement des déclarations de travaux, des déclarations d'intention de commencement de travaux, serait évalué, enfin, nécessiterait 15 minutes, 0,25 heures par déclaration, soit 5,75 €, et on a multiplié ce coût unitaire par un nombre de déclarations annuelles estimées donc par les communes. Et pour celles qui ne pouvaient pas le faire, on est parti sur 5 par kilomètre linéaire. Voilà ce qu'on a retenu comme hypothèse. Tout ça est un peu théorique, j'en conviens, mais faute d'autres éléments, parce que là encore, les communes étaient bien incapables de nous dire le temps qu'elles devaient y passer. Le traitement des avis au titre de l'urbanisme, donc la clé de répartition, c'est le nombre d'avis annuels connus. Donc là aussi, à défaut, c'est le nombre de permis de construire qui a été retenu. Ou alors, on a même parfois fait des estimations correspondant à 0,4 avis par hectare. Et on a considéré que le traitement de ces avis prenait 1 heure, donc soit 23 € évalués de cette façon-là. Ensuite, la création d'un service de contrôle et d'instruction pour la mise en application des procédures des futurs zonages pluviales. Donc là, on a raisonné en surface concernée donc, par la gestion des eaux pluviales urbaines en hectares. Et puis, on a affecté un certain nombre d'équivalents temps plein à la mission. Donc, vous avez dans le petit tableau en dessous trois niveaux de services, si je peux dire, qu'on a proposé là encore aux CLET, aux différentes CLET, aux commissions. Donc, voilà, 50, 75, 100%. Pour les ETP, vous voyez, on est quand même sur des niveaux d'ETP extrêmement faibles pour définir, là encore une fois, la taille du service à constituer. Mais là, il s'agit simplement de calculer le montant, encore une fois, qui sera imputé sur l'attribution des communes. Ensuite, pour le coût de gestion du service, la mise en place d'un service d'astreinte n'a jamais été retenue dans les différents transferts qu'on a effectués. On n'a jamais retenu d'astreinte. On a considéré que c'était toujours les communes qui assuraient cette astreinte. On verra si chez vous, il y a d'autres exemples. Pour la gestion quotidienne du service, contact des riverains, réponse aux particuliers, enquête de terrain, suivi d'études et de travaux, ce sont là encore les périmètres concernés en hectares donc par la gestion des eaux pluviales urbaines qui ont servi de référence. Et puis, c'est le nombre d'ETP qui a été déterminé pour… Enfin, c'est une proposition de nombre d'ETP qui a été retenue, vous voyez, entre 0,10, 0,20 ou 0,25 ETP, qu'on a ensuite réparti pour chacune des communes en fonction de son périmètre concerné par la gestion des eaux pluviales urbaines. Pour la mise à jour du SIG, même chose, un nombre d'ETP qu'on a déterminé, vous voyez là aussi sur des valeurs relativement faibles, et une clé de répartition kilomètre linéaire de réseau entier. Voilà comment on a évalué, puisque là, encore une fois, jamais on a pu avoir un retour à proprement parler des communes sur les coûts que ça représentait. Et vous voyez, à titre d'illustration, pour un territoire de 61 000 habitants, le coût annuel de ces différents postes a été évalué à 34 000 € par an. Vous retrouvez là, je vous ai mis le détail de résultats auxquels on est arrivé. Alors là, il y a une répartition qui est faite ensuite par commune, mais ça représente 34 000 € au titre du coût de cette prestation-là, qui est vraiment que du fonctionnement pour la mise en place, à proprement parler, du service. Un autre territoire sur lequel on a travaillé, je vous ai mis juste l'indication dans le commentaire, il a été retenu le recrutement de 2,5 équivalents temps plein, qui représentait un montant global de 100 000 € pour un territoire de 100 000 habitants. Donc, vous voyez, on était sur des valeurs un peu plus élevées, 1 € par habitant contre 50 centimes dans l'exemple précédent.
Voilà à peu près les ordres de grandeur, en tout cas, de ce qui a été retenu dans ces différentes expériences. Pour terminer, enfin pour synthétiser plutôt, donc le coût net transféré, c'est d'une part donc le coût moyen annualisé après déduction du FCTVA. Donc comme je vous disais, sont déductibles toutes les dépenses à la fois d'investissement, enfin quand je dis sont déductibles, excusez-moi, sont éligibles au FCTVA, c'est-à-dire qu'il y a le remboursement du FCTVA perçu au profit donc, de la communauté, parce que c'est elle qui demain va assurer ces dépenses, les dépenses de renouvellement d'une part, lorsqu'il s'agit d'investissement, mais également les dépenses d'entretien des réseaux. Donc la distinction fonctionnement-investissement n'a pas d'importance dans ce cadre-là, ce qui est assez rare pour être signalé, mais donc ça c'est déjà un élément en moins. Et donc on a retenu le FCTVA sur l'ensemble des dépenses éligibles, logiquement en diminution du coût définitif à supporter par la communauté. La contribution budget annexe, elle, évidemment, ne l'est pas. Donc là, il n'y a pas de recette associée à ça. La recette, c'est pour le budget annexe assainissement, vous l'avez compris. Et le cas échéant, on ajoute donc les coûts de gestion du service pour définir, avec une part investissement et fonctionnement, même si au global, ensuite, tout ça s'additionne, pour définir le coût net transféré. D'accord? Et donc, ce coût net transféré, calculé commune par commune, va ensuite être imputé sur leur attribution de compensation. Sachez que les communes, enfin les communautés plutôt, mais les CLED peuvent répartir une partie investissement et une partie fonctionnement sur l'attribution de compensation des communes pour ne faire peser ou porter par les communes sur leur budget de fonctionnement que ce qui relève dans l'estimation des dépenses de fonctionnement et sur leur budget d'investissement, sur leur section d'investissement, la part de ce qui relève du coût moyen annualisé des équipements. D'accord ? Ça, c'est une répartition qui a aussi son importance, auxquelles les communes peuvent être sensibles. Et sachez que voilà, ils ont la possibilité de le faire dans des conditions de majorité un peu renforcées. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais ça permet de procéder à cette répartition. Je dis encore un dernier mot et j'aurais vraiment définitivement débordé, mais c'est important, je crois, parce que c'est pas, j'imagine, une question qui devrait logiquement m'être posée, c'est de dire, mais vous ne prenez pas en compte tous les besoins futurs. Et très souvent, le choix qui a été retenu, c'est de retenir une clause de revoyure en disant qu'aujourd'hui, on avait de façon manifeste absolument pas de visibilité sur les investissements à venir, faute de schéma directeur sur les eaux pluviales. Et dans de nombreux cas, qu'est-ce qu'on a retenu? On a considéré que la communauté devrait, elle, assumer les coûts, parce que c'est des montants importants de réalisation des schémas directeurs, coûts qu'elle ensuite amortirait de façon un peu théorique sur une durée de 20 ans et qu'elle répercuterait aux communes. Ça, c'est une manière de distinguer, ça fait un peu écho à ce qu'on a dit tout à l'heure, de distinguer celles qui arrivent avec un schéma directeur déjà établi et celles qui arrivent sans, pour n'imputer le coût des études à réaliser par la communauté qu'à celles qui n'ont pas réalisé de tel schéma directeur. Donc le parti pris, ça a été d'une part de faire payer aux communes indirectement ce schéma directeur, en considérant qu'il faudrait le refaire tous les 20 ans. Et puis, le principe a été de dire, on se revoit au bout de souvent 2 ans, une fois que les schémas directeurs ont été établis, pour déterminer les travaux à réaliser et ensuite leur appliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une durée de vie théorique, mais là, on n'est plus sur des durées de vie de 200 ou de 500 ans, sur des durées de vie plus classiques, si je peux le dire, de 20, 30, 40 ans, peut-être 50 ans, s'agissant de certains ouvrages, et du coup de recalculer l'attribution de compensation des communes après avoir pris en compte les travaux à venir qu'aura assumé la communauté. Donc ça, c'est le parti pris, c'était de dire, on s'en tient à ce que je vous ai présenté jusque-là à ce jour, mais on ne ferme pas la porte en se disant que si demain la communauté, compte tenu des résultats des schémas directeurs, doit mettre en œuvre des dépenses beaucoup plus importantes, on n'écarte pas l'idée de se revoir et donc de redéfinir le montant de ces attributions en fonction des travaux à réaliser. Peut-être qu'on reparlera de ça dans la suite de nos échanges. J'en termine, ça je vous l'ai déjà dit, la dernière chose que je voudrais dire, voilà, c'est ce que je vous ai indiqué là. Là encore, c'est souvent comme ça qu'on peut le mettre en œuvre, notamment dans les premières années du transfert, c'est qu'on a souvent vu des communes mettre en place avec leur communauté des conventions de gestion qui prévoient que les communes continuent à gérer, du coup identifient le coût de la compétence, qu'elles la refacturent les coûts qu'elles exercent chaque année à la communauté, et que du coup, la moyenne de ces dépenses-là, alors pendant qu'on fait ces conventions, on ajuste chaque année les attributions de compensation au montant refacturé, de façon à ce que ce soit neutre pour tout le monde, et ça permet pendant un temps, alors d'une part que le service continue d'être assuré comme auparavant,
Et du coup, il n'y a pas de recrutement, il n'y a pas à proprement parler de compétences exercées par la communauté. On a eu à faire ça notamment là où les transferts étaient obligatoires et qu'il a fallu se dépêcher de le faire, sans avoir eu le temps vraiment d'y travailler plus que ça. Et du coup, ça permet voilà, de se donner un peu le temps pour identifier correctement les dépenses en vue d'un transfert ultérieur. C'est une option, vous le savez, qui est possible, même si elle a généralement qu'un temps. Mais voilà, c'est un moyen qu'on a là aussi parfois vu mise en œuvre. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit après, sur l'imputation d'investissement, je l'ai déjà évoqué. Je m'excuse pour le retard, mais je l'avais annoncé avant, je ne suis pas sûr d'être pour autant excusé, mais voilà, j'en ai terminé. Évidemment, je réponds à toutes vos questions si vous en avez. Oui, merci beaucoup, Michael. Vraiment, la réflexion, c'est de se dire il faut mettre la communauté dans la même situation que se trouvaient les communes. Donc, elle va devoir renouveler les biens. On ne sait pas quand, enfin, on ne sait pas quand. On détermine une durée, mais on ne va pas tous les renouveler en même temps, évidemment. Donc, il y en a des vieux, il y a des récents et des plus anciens. On pourrait tenir compte de ça en essayant de recalculer, voilà, coefficient. Enfin, on a fait ce genre de raisonnement. Ça conduit à beaucoup de frustration parce que les communes, souvent les plus mal en point financièrement, se trouvent un peu pénalisées. C'est pour ça que généralement, on a convenu de ce que je vous disais tout à l'heure, de la méthode qui consiste à dire qu'on met la communauté dans la même situation que celle dans laquelle se trouvent les communes. Donc, s'il y a des communes qui sont plutôt favorisées, entre guillemets, qui vont transférer des équipements en bon état, qui ne vont pas transférer d'emprunt, la communauté, elle va en bénéficier parce que ces communes-là, elles vont continuer de payer à travers le montant qu'on impute sur leur attribution de compensation. Elles vont continuer de payer quelque chose qu'elles donnent quasiment à l'état neuf. Alors, elles trouvent ça un peu scandaleux, j'en sais rien, mais en tout cas un petit peu dommageable. Elles s'en plaignent parfois. Mais c'est ce qui va permettre justement à la communauté, en fait, en vrai, finalement, de financer d'autres renouvellements, là où les communes, parfois, transmettent des équipements en très mauvais état, voire même des emprunts résiduels, qui du coup là ne dégagent pas à la communauté les moyens de faire. Et donc, c'est finalement une forme de mutualisation qu'on opère à l'occasion de ces transferts de compétences. Alors, c'est discutable, encore une fois, c'est pas, mais très souvent, c'est ce qu'on a retenu, parce que si on ne le fait pas, on accentue en fait la difficulté de certaines communes et au contraire les situations plus favorables d'autres. Voilà pourquoi c'est très souvent ce qu'on a vu pratiquer. Étienne, tu voulais réagir directement? Ah pardon, Cathy. C'est juste pour compléter, c'est exactement ça, mais en fait, on va prendre une situation où il y a une commune qui a des réseaux neufs et l'autre qui a des réseaux qui ont 120 ans. On est sur un mécanisme de transfert, c'est-à-dire que les communes donnent les moyens à la nouvelle collectivité qui a la compétence de renouveler, ou de faire des travaux plus largement d'ailleurs. Peu importe que les travaux se fassent dans 5 ans ou dans 100 ans, ça n'a aucune importance. Elle transfère les moyens et ce transfert, il est définitif. C'est-à-dire qu'après, enfin, mis à part clause de revoyure dont on parlait, mais il est définitif. C'est-à-dire que c'est l'affaire de l'agglo, enfin, ou de la communauté ensuite de faire son job là-dessus. Mais la commune n'a pas à savoir à quel moment on fera des travaux chez elle. Quelque part, ça ne la concerne plus. Elle transfère des moyens pour que ce soit fait un jour, mais ça peut être dans 120 ans. Donc, il n'y a pas de logique à prendre en compte ces tâches des canards. Clairement, ça ne se justifie pas. C'est frustrant parce que ceux qui ont fait des travaux récemment, ils ont l'impression qu'on les frustre, mais pas qu'on les pénalise, mais ce n'est pas du tout le cas. On renouvellera bien chez eux à un moment donné, dans 100 ans. Donc, ce n'est pas d'importance en fait. Du coup, ouais, je voulais réagir à des petites choses que j'ai vues dans la présentation et revenir sur ce dernier point lié aux investissements et les communes qui ont fait et celles qui n'ont pas fait récemment. Alors, moi, le premier point, c'est que j'ai accompagné techniquement la CLEC dans son travail d'évaluation financière. Ce que moi, j'ai pu voir en tant que technicien, un pur technicien, pas financier, c'est que la CLEC, c'est surtout un compromis politique avant tout. C'est un travail d'abord de financier qu'à la rigueur, s'il n'y avait aucun technicien à intervenir, ça pourrait aussi bien marcher. Alors moi, quand je suis arrivé dans le travail d'évaluation plutôt sur le côté technique, il y avait déjà un cabinet financier qui accompagne tous les transferts chez nous, qui s'appelle RCF, qui avait déjà fait une évaluation. Et en fait, en améliorant cette évaluation financière, enfin, ou plutôt en la détaillant, on est retombé à chaque fois à peu près sur les mêmes coûts que ce qu'eux ont estimé. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre pour nous techniciens, mais dans la réalité, ou plutôt l'évaluation financière n'a pas besoin d'avoir une réalité exacte derrière pour nous techniciens. Et puis, on a été aussi accompagné dans cette évaluation. On a fait un travail en interne et en fait, on avait un travail d'audit extérieur avec Étienne Cholin, justement, de CEPIA, qui vient de s'exprimer.
Au niveau des retours d'expérience, il faut savoir que nous, c'est pareil, les coûts historiques ou les coûts constatés, on a essayé de les avoir, on n'a eu aucun retour des communes sur ces aspects-là. Donc, on est parti sur les coûts standards avec de la même manière évaluation des missions d'entretien, de gestion, et puis toutes les missions qui étaient liées qui n'étaient pas liées à des équipements. Et à partir de là, on a utilisé une clé de répartition pour répartir le coût de ces missions qui n'étaient pas liées à des équipements entre toutes les communes du territoire. Et pour le renouvellement, c'est pareil, on n'a retrouvé aucune donnée d'emprunt dans les communes qu'on était capable d'affecter à la GPU. Et il y a un taux de renouvellement de 100 ans qui a été pris. Et par rapport à ce travail sur les communes qui auraient fait récemment des choses et des communes qui n'auraient pas fait récemment des choses, ce que la CLECT a retenu chez nous, c'est un mécanisme d'AC d'investissement réajustable. Alors, je ne sais pas si M. Martin a déjà eu ce type de choses, mais le principe est le suivant, c'est qu'il y a une AC d'investissement évaluée, optimale, et qu'en fait, en réalité, chaque commune n'en paye que 25% de cet AC d'investissement optimal, et qu'elle ne commence à augmenter sa part, donc c'est-à-dire de passer de 25 à 30 à 50, voire jusqu'à 100%, seulement en fonction des investissements qu'elle réalise sur son territoire. Donc, c'est-à-dire que nous, communautés, ça nous demande de savoir exactement quel investissement a été porté où, afin que les financiers derrière puissent réajuster cet assez d'investissement. Oui, donc, voilà l'exemple qu'on a eu chez nous. Et ça permet, de fait, effectivement, si les réseaux sont récents, a priori, c'est une collectivité qui va payer seulement ce fameux 25%, qui est le talon de l'AC d'investissement. Et elle ne portera, si finalement elle ne fait pas de travaux pendant 400 ans, au lieu d'avoir un taux de renouvellement de 100 ans comme celle qui ferait des investissements tout de suite, on pourrait estimer qu'elle a un taux de renouvellement de 400 ans. Et ça permet un peu, avec cette difficulté de ne pas avoir l'âge des réseaux à prendre en compte, de satisfaire un peu tout le monde. Ça permet de peut-être trouver plus facilement le compromis politique nécessaire à la CLECT. Alors, j'avais juste quelques dernières observations. J'ai vu dans les documents que vous partagez que vous aviez indiqué les grilles et les avaloirs. Alors, c'est vrai que c'est un sujet un peu complexe, ça, mais la FNCCR a fait un guide sur le GPU et a priori, on a une jurisprudence qui montre que c'est des ouvrages qui restent associés à la voirie et qui sont extrêmement coûteux, notamment en entretien. Et c'est vrai que ces ouvrages-là font exploser les coûts de cette compétence GPU. Si on les prend en compte dans la compétence GPU, en plus, souvent, ils sont très, très mal connus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas… Déjà, les réseaux, on ne les connaît pas très bien, mais alors les grilles et les avaloirs, c'est encore pire. Pour nous, la mise en séparatif chez nous, elle a toujours donné lieu à 100% de budget GPU pour l'instant, sur les 2 dernières années depuis le transfert, tout simplement parce que le réseau unitaire était généralement gardé pour les eaux usées. Alors, je trouve ça un peu court comme raison, moi, technicien travaillant sur les eaux pluviales, mais c'est comme ça que ça a été fait chez nous. Voilà, mais je pense qu'il n'y a pas eu de vraie discussion politique autour de ce sujet. Sinon, je pense que ça n'aurait pas été affecté à 100% sur le budget principal de la collectivité, non payé par les factures d'eau. Voilà, ça c'était plus une parenthèse. Et nous, dans notre évaluation, on a pris un petit peu d'astreinte. Voilà, ça c'était juste pour l'info. Et au final, on travaille maintenant avec des conventions de délégation de gestion qui donnent quasiment la totalité des missions aux communes. Je ne sais pas combien de temps ça durera, peut-être 4, 5 ans, 1 mandat, 2 mandats, on verra bien. Et on a des délégations de maîtrise d'ouvrage pour le suivi des investissements. Donc voilà, on est une communauté de 100 000 habitants, 57 communes, 900 km². On arrive à 600 000 euros de TTC d'AC de fonctionnement voté et 1 900 000 hors taxes pour les investissements. Sachant que les taux de renouvellement, on n'est pas du tout sur les montants de 700 euros hors taxes que vous avez identifiés. Alors peut-être que sur le Grand Lyon, c'est sur le secteur là-bas, peut-être c'est beaucoup plus cher. Mais on a pris un ratio en fonction du pourcentage de tel ou tel diamètre qu'on avait et on arrive entre 150 et 900 euros hors taxes. Voilà, 150 pour les petits diamètres et 900 pour les très gros diamètres. Bon, voilà, en retour d'expérience de ce qu'on a eu par rapport à ce que j'ai pu écouter de votre présentation. Oui, voilà, donc c'était juste pour rebondir sur l'intervention de M. Martin. Donc, en fait, on a réalisé aussi, nous, une assistance dans une mission CLECT en 2017. C'était sur un territoire un peu plus important, puisqu'on était à 1,5 million d'habitants. Et en fait, on a trituré les chiffres de la même façon pour arriver à la demande politique. Et on s'aperçoit qu'on est sur des chiffres qui sont à peu près comparables, puisque quand j'ai fait les ratios, vous étiez à peu près à 5,6 euros par habitant, et nous, c'était à peu près 5 euros. Donc,
je rejoins le fait que c'est la demande politique qui justifie les parties d'analyse, les hypothèses qu'on retient. Par contre, on était parti sur des durées de vie qui étaient bien plus courtes, puisqu'elles ont été négociées à 50 ans. On avait aussi des ratios au mètre linéaire qui étaient plus faibles pour retrouver à peu près les ratios finaux que vous avez donnés. Globalement, ces exercices-là mettent à jour le fait que les gens sous-estiment le coût réel du pluvial parce que c'est des réseaux enterrés et qu'ils ont l'impression que ça ne dysfonctionne jamais. Donc, ça a été très dur d'augmenter les coûts. Et j'entends tout ce que vous avez pu dire sur le fait que c'est peut-être pas normal que ce soit des coûts aussi faibles. Mais globalement, en effet, c'est la volonté politique qui veut de ne pas dépenser plus qu'une certaine somme. Il y avait aussi eu le débat sur voirie pluviale. Les élus avaient peur de payer 2 fois, puisqu'ils estimaient que le pluvial est aussi une annexe de voirie à la base. On a eu aussi, alors là, peut-être que M. Martin pourrait me répondre, on avait énormément de communes où on n'a pas eu de patrimoine déclaré. Ils espéraient sûrement ne pas avoir à payer. Donc, on a été obligé d'utiliser des ratios qu'on a utilisés pour les hectares urbanisés, imperméabilisés, puisque là où il y a de l'imperméabilisation, souvent il y a du réseau pluvial, qu'il soit aérien ou enterré. Et ça leur a été imposé après, par rapport à ces ratios, de devoir payer quand même quelque chose. Ça n'a pas été forcément bien perçu, mais globalement, l'idée, c'était quand même de ne pas prétendre ne pas avoir d'ouvrage pluvial dans toutes les collectivités. Et puis, ne pas dépendre que de la bonne volonté des communes, de leur déclaration. Sachant que l'idée a été aussi de bonifier ceux qui déclaraient, ceux qui ne déclaraient pas. C'est-à-dire que les coûts unitaires de ceux qui avaient déclaré étaient un peu plus faibles que les coûts unitaires qui ont été appliqués à ceux qui n'avaient pas déclaré. Et juste une dernière chose, c'était dire qu'on retrouve là aussi, il y a une participante qui a évoqué un coût de fonctionnement de 600 000 € pour 100 000 habitants. C'est pareil, on arrive à peu près à 6 € par habitant. Donc, on voit que c'est vraiment l'étiage minimum à prévoir. Nous, on avait fait une analyse benchmark et on arrivait à 15, 20, 25 € par habitant en principe, si on voulait vraiment que les choses fonctionnent correctement. Puis la dernière chose, là aussi, c'est encore une question, M. Martin. Nous, dans les calculs, on avait pris en compte les subventions. Là, vous êtes sur des coûts comme s'ils payaient tout, mais souvent, les collectivités sont aidées. Sur le territoire que j'avais étudié, c'était le conseil départemental, notamment, qui aidait les collectivités. Et donc, on avait quand même retenu le fait que pour investir, enfin, en tout cas, le coût des réseaux avait été en partie subventionné. Et qu'on pouvait prétendre aussi qu'un renouvellement serait également subventionné. Donc, ça avait été… Oui. Bon, après, mais dans le principe, c'est vous qui avez raison. Très souvent, ce n'était pas fait en considérant que justement les aides des départements étaient versées aux communes et ne seraient plus aux communautés. Mais pour autant, votre raisonnement est le bon. S'il y a des subventions et qu'on considère qu'elles vont à nouveau être versées, il faut les prendre en compte. Mais moi, voilà, souvent, elles ont été écartées à ce titre-là, en fait, en considérant que c'était de l'aide aux communes, qui continuerait de l'aide aux communes sur d'autres projets, mais que la communauté ne serait pas aidée quand elle aura la compétence. Voilà l'argument qui a été retenu, mais qui n'est peut-être pas applicable de partout de la même façon. Mais en tout cas, voilà, s'il y a des subventions qui sont versées demain, vous avez raison, elles doivent être prises en compte. Je vais peut-être juste poser ma dernière question. Je n'ai pas vu dans ce que vous avez montré des missions de la GPU qui sont de l'ordre du pilotage de la politique pluviale, la coordination des acteurs, l'animation du plan d'action, des imperméabilisations, lutte contre les pollutions. Donc, on sait qu'on a besoin de moyens et de personnes pour animer tout ça. Est-ce que c'est parce que vous considérez que c'est des nouvelles missions que vous ne les mettez pas dans le budget et que du coup, la communauté en fera son affaire après coup? Mais c'est justement de l'argent qui manque après pour développer le service, quoi. Moi, je pense qu'à minima, en termes d'affichage, après, ça sera la CLEC qui décidera, mais je trouve ça dommage de ne pas le mettre dans les missions du service, parce que ça fait partie vraiment du taf à faire, quoi. Je ne sais pas. Pourquoi vous n'avez pas développé ces missions-là dans le calcul? C'est une bonne remarque. Simplement, comment dire,
globalisé, si je peux dire ainsi, dans l'évaluation des coûts d'instruction et de contrôle à travers, vous voyez, ce que je vous ai indiqué là, création d'un service, contrôle d'instruction pour la mise en application des procédures des futurs zonages pluviales. C'est un peu comme ça, enfin, c'est un peu à là que c'est évalué, mais sans doute de façon insuffisante. Parce que du coup, moi, pour avoir fait pas mal de fois cette estimation-là, les ETP que vous sortez, c'est extrêmement faible. C'est-à-dire que la collectivité sera incapable de faire quoi que ce soit. Il faut à minima un ingénieur qui pilote, des techniciens qui fassent l'accompagnement. D'ailleurs, je ne vois pas non plus dans votre coût, mais c'est dans le contrôle. Mais quand vous dites lié au zonage, il y a aussi tout le contrôle de l'existant. Contrôler les branchements qui existent, contrôler les dispositifs de gestion des eaux pluviales qui existent. Et c'est pareil, on a du mal à chercher des coûts de ce qui est déjà fait, mais il faut bien l'afficher aussi, parce que tout ça, c'est quand même beaucoup de temps et en termes de moyens humains, hyper important, quoi. Après, effectivement, des fois, ça va être revu à la baisse parce qu'on estime que… Voilà, on fait des scénarios, mais en tout cas, en termes d'affichage dans le budget à transférer, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Parce que sinon, et après, les communes vont avoir une attente d'accompagnement de la communauté sur l'ensemble de ces sujets. Et la communauté ne sera pas capable de répondre parce qu'elle n'a pas les sous. Mais si jamais ça a été affiché au moment du transfert, elle pourra dire attendez, vous n'avez pas voulu nous donner des moyens pour le faire. N'attendez pas de nous à ce qu'on vous accompagne à fond, puisque de toute façon, vous ne nous avez pas donné les moyens de le faire.